vous avez une représentation de l'écriture qui est très infantile. C'est faire plaisir à papa, maman, être reconnu, puis plus tard gagner de l'argent. Mais cet élan qu'on peut avoir à l'intérieur, c'est une construction de soi-même. Vous écrivez un livre qui devient finalement l'objet par lequel vous vous construisez. C'est donc une espèce de cycle comme ça qui est extraordinaire quand on le vit. AVS avec Philippe Robichon. Votre santé sur Beurre FM, bienvenue, bonne journée à tous, bonne journée santé sur Beurre FM. Mon invité ce matin s'appelle Eudes Simaria, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de votre accueil. Voilà, vous êtes psychologue, psychothérapeute, spécialiste de la thérapie existentielle et vous êtes vice-président de l'association française. J'étais. Ah, vous n'êtes plus déjà ? Non, je ne suis plus, il faut laisser la place, il faut que ça tourne. C'est vrai. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que justement cette psychologie existentielle ? C'est un mouvement, c'est un courant, au même titre que la thérapie cognitive et comportementale, au même titre que la psychanalyse et d'autres courants. C'est un courant qui se distingue des autres par le fait qu'on s'intéresse surtout au fait même d'exister. Qu'est-ce que ça fait d'exister, d'être là, de ne pas savoir d'où on vient, ni où on va, et donc d'être confronté à des limites, les limites de la condition humaine. Il y en a 4 pour l'instant qu'on a identifiées. C'est la mort, qui vous limite dans la durée, la solitude ontologique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas fusionner votre conscience avec quelqu'un d'autre, vous arrivez seul, vous partez seul, le sens de la vie, qui est une limite dans la connaissance, la solitude étant une limite dans la relation. Très en vogue. Tout le monde cherche un sens à sa vie, un sens à son travail aujourd'hui. Il y a un vrai retour de la quête du sens. Et il y a des moyens, on progresse, et puis la dernière c'est la liberté. Alors ça a l'air d'une belle chose, et ça l'est, mais en même temps c'est très angoissant parce que qu'est-ce que je fais ? Je choisis A ou B, donc c'est une responsabilité. Donc voilà. Enfin, pour le monde entier qui a été privé de liberté pendant quelques mois à cause du confinement, la liberté ça commence à réavoir un sens quand même. Oui, alors il y en a qui regrettent le confinement parce que ça leur plaisait. Justement, c'est ça la psychologie existentielle, c'est d'aller voir comment on se protège des grands enjeux de l'existence. Et il y en a qui ont très peur de la liberté, du coup ils obéissent, ils préfèrent être contraints, obligés de faire les choses. Vous publiez Écrire, dépasser les peurs qui nous limitent chez Albin Michel. Alors le titre est de vous ou pas ? Oui. C'est important le titre, le titulus dans un livre. Le titulus, oui, c'est le mot romain pour signaler ce qu'il y a dans un livre, finalement, mais c'est aussi la pancarte qu'il y avait au-dessus de Jésus, vous savez, le titulus, qui disait Inri, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est quelque chose qui annonce ce qu'il y a dans un livre. C'est extrêmement important, bien sûr, il faut y travailler avec beaucoup de soin quand on fait un livre, et puis après, il faut négocier avec l'éditeur, qui aussi a son mot à dire. Est-ce qu'il y a un sommaire dans votre livre ? Évidemment, mais je vois où vous voulez en venir. Bien sûr qu'il y a un sommaire, et le sommaire, pour moi, et peut-être on en parlera, est une œuvre dans l'œuvre. Carrément, c'est pas la liste juste des chapitres ou des sous-sections, c'est une œuvre dans l'œuvre. Moi, je m'en sers comme une sorte de boule de cristal pour écrire, tout au long de l'écriture. Alors, quand vous lisez le livre de quelqu'un, d'un grand auteur, qu'est-ce que vous voyez de lui ? Ce que je vois de lui, c'est sa capacité à me faire voir des choses que j'avais pas vues. Donc à me faire ressentir, mais c'est la définition par Bergson. Il y a un texte célèbre de Bergson sur l'artiste qui va en quelque sorte chercher derrière le voile du réel, il va faire des petits trous comme ça, puis il voit des choses et il les rapporte. Et quand vous lisez des phrases de certains écrivains, de grands écrivains, etc., vous dites, mais comment d'abord il y a une évidence, vous dites, mais comment j'y ai pas pensé ? Et vous êtes frappé au cœur par cette manière de dire les choses, quoi. J'ai pas d'exemple, me demandez pas d'exemple là tout de suite. J'en aurais 1000 en partant, mais voilà. Ça va vous venir, s'ils vous viennent encore. Ouais. Non, mais je voulais voir si vous voyez quelque chose de leur personnalité. Oui, enfin, je sens quelque chose, je sens des préoccupations, mais qui sont pas formulées explicitement d'ailleurs dans l'œuvre. Ça peut être, je sais pas, une histoire de science-fiction, ou ça peut être Madame Bovary. Mais là, évidemment, il paraît que Flaubert aurait dit Madame Bovary, c'est moi. Je suis pas sûr de ça, mais d'une certaine manière, c'est tout à fait vrai. C'est que là-dessous, il y a des enjeux très personnels. Pour moi, une œuvre d'art, c'est une machine à attaquer des questions qui me concernent sur le plan existentiel. Et comment on fait de sa vie une œuvre d'art ?
Oh ben ça peut. Alors vous savez, en fait. C'est Michel Foucault. Hein, non, alors c'est Michel Foucault, ça remonte déjà aux stoïciens quand même, faut le dire. Il y a eu pas mal quelques auteurs qui parlent de faire de sa vie une œuvre d'art, c'est-à-dire finalement de vivre la beauté. Alors c'est très simple. Ça peut être la tenue vestimentaire, la décoration, mais c'est aussi la beauté des situations qu'on peut vivre ou qu'on veut vivre. On peut faire en sorte de vivre de belles situations. Ce qui ne veut pas dire des situations heureuses, hein, parce que prenez la vie de Jeanne d'Arc. C'est une vie absolument magnifique d'une jeune femme qui à 17 ans dit je vais aller sauver le royaume de France et qui le fait et qui meurt à 19 ans. C'est une vie pas très heureuse. On pourrait citer aussi Frida Kahlo, des tas de Nietzsche. On peut citer des tas de gens qui. Vous citez plus Frida Kahlo que Nietzsche dans votre livre d'ailleurs, mais pourquoi en quoi est-ce qu'elle est intéressante, Frida Kahlo ? Mais parce que elle a une vie qui est une légende. Voilà, comme tous les grands personnages, les grands écrivains, les grands peintres, elle a une légende, Frida Kahlo, c'est-à-dire sa jambe mécanique. Je suis allé voir l'exposition récemment, sa barre de sourcils, sa moustache. Enfin, elle a fait de son œuvre, de sa vie, une œuvre d'art parce que elle a joué tout ça, elle s'est peinte elle-même. Et il y a beaucoup de choses qui sont pas tout à fait vraies. Disons. Fake it until you make it. Mais c'est ça la légende finalement. Aujourd'hui, on appelle ça alors l'art du storytelling, en fait. Et c'est pas tout à fait ça, le storytelling. Pas parce que le storytelling, anglicisme que je déteste, c'est de la propagande, tout simplement. C'est-à-dire mentir pour obtenir des choses, pour orienter le cours de l'histoire. Éventuellement, les gouvernements mentent sans arrêt, nous le savons. C'est pas pour s'inventer une vie ? Pour s'inventer une vie à partir de la vérité et faire que ce soit plus intéressant. Je l'appellerais autrement. Moi, j'appellerais construire justement, faire de sa vie une œuvre d'art, c'est-à-dire inventer des choses. Et, par exemple, il y a des tas d'écrivains qui ont fait ça, qui ont raconté des bobards les concernant. Mais en même temps, c'est une espèce de mensonge vrai, de mentir vrai. Ou exagéré. Ou exagéré, ou carrément mensonger. Mais c'est la construction d'un univers qui est le leur, et on n'est pas obligé de le croire d'ailleurs, parce qu'on le sait parfaitement qu'ils mentent. Mais ça enjolive les choses, et c'est leur manière d'informer la réalité au fond. De plus en plus de gens éprouvent aujourd'hui le besoin d'écrire, alors sur un ordinateur, une tablette, un téléphone, dans un cahier ou des feuilles volantes. Vous avez commencé, écrivez-vous dans votre livre, à écrire à l'âge de 7 ans et vous avez publié à l'âge de 50 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 40 ans ? Alors j'ai fait ce que la plupart des gens font, c'est-à-dire j'essaye d'écrire sur la lancée de mes 7 ans. Donc 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ? D'abord, il y a quelque chose qui est inexplicable, cette envie d'écrire. Vous écrivez dans vos cahiers, mais vous avez une représentation de l'écriture qui est très infantile, bien entendu, puisque vous avez 7 ans. Alors, c'est quoi cette représentation ? C'est faire plaisir à papa, maman, être reconnu, puis plus tard gagner de l'argent, etc. Ce genre de choses qui sont très infantiles. Il faut dire la vérité aux gens, quand on est écrivain, on ne gagne pas toujours de l'argent, et même la plupart du temps, on n'en gagne pas. Hein. Non, on vit pas de ça, quoi. Sauf à être vraiment, à écrire des grands succès, on vit pas de les... Mais c'est autre part que ça se passe. Et donc, c'est pas ce qui permet de devenir célèbre, riche, etc. Et puis surtout, ça n'a aucun intérêt. On n'écrit pas pour ça. Cet élan qu'on peut avoir à l'intérieur, c'est une construction de soi-même. Donc c'est ça que j'essaye de passer dans ce livre. C'est-à-dire, vous écrivez un livre, mais ça pourrait être une peinture, une musique, qui devient finalement l'objet par lequel vous vous construisez. C'est donc une espèce de cycle comme ça qui est extraordinaire quand on le vit. Et vous informez cet objet, vous écrivez petit à petit, puis vous apercevez que ça répond à des questions personnelles qui ne sont pas forcément explicites. Vous racontez des mousquetaires ou je ne sais pas quoi, mais en même temps, tout ça vient répondre à des questions fondamentales, existentielles. Mais tous les livres que vous avez écrits donc entre 7 ans et 50 ans, ils n'étaient pas bons, ils n'étaient pas publiables, ils n'étaient pas aboutis, ils n'étaient pas terminés. Non, le premier que j'ai écrit, c'est Petits Nuages. C'est une série de livres, de livrets, parce que vous savez, on prend des feuilles, on les coupe, on les agrafe, et vous avez 4 pages, et puis vous faites quelques dessins, quelques trucs. Bon, moi, j'avais un personnage récurrent qui s'appelait Petits Nuages, et la suite, au fond, si elle était plus élaborée, était dans le même style, c'est-à-dire écrire, on croit que ça tombe du ciel et qu'il n'y a qu'à raconter des histoires, et c'est évidemment pas ça. Donc j'ai persisté pendant des années, j'ai jamais terminé quoi que ce soit, j'ai écrit des débuts de romans, mais même un début de, je crois que j'étais en première, un début de tragédie en vers, je suis allé jusqu'à 700 et quelques vers, au lieu de travailler mes cours, et puis j'aboutissais rien, tout ça me paraissait ridicule. Et pardon d'être une femme alors ?
Pardon d'être une femme, c'est-à-dire... C'est pas de vous? Non, c'est pas de moi. C'est pas de vous, d'accord. Non. C'est une personne avec qui j'ai travaillé sur l'écriture, justement, et que je conseillais, et qui avait trouvé ce titre, mais qui a changé depuis. Donc. Mais est-ce que le livre est sorti? Pas encore, non. Non, toujours pas, c'est ça. Non, mais il y a d'autres personnes avec qui j'ai travaillé et qui ont abouti. La sortie, vous savez, c'est la cerise sur le gâteau. La question, c'est d'aboutir, si on veut écrire une œuvre, d'aboutir son œuvre. Moi, j'ai moi-même écrit un roman qui n'est pas encore publié parce que j'ai pas fait l'effort de le pousser vraiment. Mais c'est vraiment de là où je suis. Le bonheur que j'ai eu à l'écrire est incomparable par rapport à une sortie éventuelle de ce roman. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas mettre le bonheur dans la publication, qui est lointaine et qui est, comment dit-on, aléatoire. Le bonheur, c'est tout de suite. C'est quand j'écris. Et c'est pas une souffrance d'écrire. Donc si c'est une souffrance, il y a un problème. Donc si vous êtes tout de suite dans ce bonheur d'écrire, de changer une virgule, de retravailler votre texte, voilà, c'est là qu'il y a le bonheur. Et c'est ça qu'il faut comprendre comme adulte. Entre autres, il y a d'autres choses. Il faut avoir quelque chose à dire, il faut l'avoir spécifié, etc. Mais beaucoup qui nous écoutent ont envie d'écrire leur vie, par exemple, leur biographie. Oui, alors, si on veut écrire sa biographie pour soi, pourquoi pas? Et d'ailleurs, je le conseille très souvent à mes patients. Vous, c'est un exercice que vous donnez. Oui, c'est un exercice que je donne et qui est très travaillé. D'abord, il y a la cohérence du parcours année par année. Donc, il s'agit de... Oui, mais alors pas trop en détail. Quelques repères pour chaque année pour avoir une continuité. Ensuite, il y a tout un travail psychologique qui est le découpage en chapitres de cette biographie. Mais il faut que ça soit très subjectif. C'est-à-dire, pourquoi je vais grouper les 3 premières années? Je pourrais très bien faire un chapitre sur la première année s'il y a lieu. Il faut réfléchir à ce qui s'est passé. Et puis après, on donne un titre à ces chapitres qui doit être très subjectif, poétique, chercher la force de l'expression. Et puis après, on fait un résumé de chaque chapitre pour trouver les enjeux. Quel a été l'enjeu de mes 18 ans, par exemple, de mes 15 ans, voilà. Et ça permet à la fois de comprendre, et puis surtout, je vais vous dire, de se situer. Le nombre de gens qui ont oublié leur vie, et je l'écris dans le livre, je dis comment on peut prétendre raconter une histoire si on ne connaît pas la sienne, déjà. C'est compliqué. De combien de jours précis on se souvient dans sa vie? Déjà, ça, j'ai pas calculé, mais globalement, de jours dont on se souvient très bien. Des jours entiers, j'en sais rien, mais des événements, on peut en avoir énormément ou très peu. Donc on peut vraiment... Moi, je vous assure que je rencontre des gens qui ont tout oublié, presque. Et vous disent, moi, avant 15 ans, 0 souvenir. Alors, les souvenirs sont cachés quelque part sous le tapis, et il suffit d'ailleurs d'y travailler pour qu'ils reviennent. Mais comment? Et pour moi, je trouve que c'est une partie du corps. Si vous manquez la moitié du corps, vous seriez quand même un peu inquiet. Et là, il vous manque la moitié, voire plus, du corps de votre vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un vient vous voir qui vous dit j'ai pas de souvenir de 0 à 15 ans? Moi, il y a par exemple des années, j'ai l'impression, je ne sais pas où elles sont. Mais ça veut dire mais vraiment, j'ai aucune mémoire de ce qui a pu se passer. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est pourquoi ne pas aller chercher ce qui vous appartient? Pourquoi ne pas récupérer ça? Donc, et vous contenter de dire, bon, cette année, je ne me souviens pas. La deuxième chose, c'est que c'est une construction défensive. C'est-à-dire que quelque part, l'époque qu'on a oubliée, il ne fallait pas retenir. Il ne fallait pas se souvenir. C'était pas important. C'était pas la priorité, en tout cas. Enfin, de 0 à 15 ans, ça fait quand même une partie importante. Et oui, alors ça dépend du contexte dans lequel vous grandissez, des injonctions parentales que vous entendez, qui vont vous dire tu es un incapable, tu es un nul, tu n'y arriveras jamais. Ça veut dire que tu n'es pas responsable et tu ne le seras jamais. Si vous n'êtes pas responsable, vous ne vous souvenez pas des choses. Regardez, quand vous êtes enfant, quand vous met à l'arrière de la voiture, on vous emmène quelque part. Vous seriez incapable de dire par où on est passé, ni même où vous êtes. Quand on vous dépose chez les amis, vous savez pas, eh ben c'est la même chose. Vous laissez faire les grands et puis vous vous souvenez pas. Vous savez juste que vous êtes malade, que vous avez le mal de la voiture. Oui, éventuellement. Oui, souvent. Ouais. Après adulte, on n'est plus malade en voiture. Oh, je ne sais pas. Alors là, si. Vous êtes toujours malade en voiture à l'arrière? Non, moi non, mais alors c'est une autre manière. C'est la voiture. Vous savez, c'est très important en psychologie la voiture parce que c'est se conduire. Conduire, c'est se conduire, et c'est pour ça qu'il y a tant de crises d'angoisse en voiture, sur l'autoroute. Là, je pense qu'il y a des milliers de gens qui vont se reconnaître. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes au volant, vous êtes responsable. Au sens fort du terme. Vous entrez sur l'autoroute, vous ne pouvez pas sortir avant 20 km.
Et il y a des gens qui pètent les plombs et qui font une crise d'angoisse, s'arrêtent sur le bord, se mettent à trembler. Ils ont pris conscience du défi à relever, alors même qu'ils n'ont pas pris l'ampleur de... Enfin, ils ne sont pas totalement responsables. Donc, ils ne veulent pas. D'où la crise d'angoisse. Et ils remontent dans la voiture après ou pas ? Parfois, il faut venir les chercher. Ou c'est compliqué, il faut venir... Maîtrise, oui, c'est compliqué. Ah ouais. Ouais. Parfois, ils arrêtent de conduire. Allez, mon invité aujourd'hui est Eudes Semeria. Je rappelle que vous publiez « Écrire, dépasser les peurs qui nous limitent » chez Albin Michel. On parlait tout à l'heure de cette expérience qui consiste à travailler sur son parcours de vie. Alors, c'est un peu faire son CV, mais vous, en thérapie, en quoi est-ce que c'est utile de faire travailler les gens sur leur parcours de vie ? Mais c'est utile dans le sens où déjà vous récupérez une partie de votre corps vécu. Moi j'appelle ça un corps, c'est comme un corps dans son histoire. Comment on peut avancer dans la vie si on a oublié la moitié des choses qu'on a vécues, la moitié des enjeux, la moitié des émotions. Et puis alors à propos d'émotions, c'est que souvent on a traversé des moments difficiles, voire des traumatismes. Et l'approche narrative, parce que c'est une approche qui est... Alors ça, c'est très important chez vous, l'approche narrative. Narrative, oui, qui est de plus en plus en vogue, parce qu'elle montre ses côtés très thérapeutiques. On peut traiter des traumatismes assez profonds, avec ça je l'ai fait, parce que tout simplement, quand on vit un traumatisme, on peut y rester coincé toute sa vie. Donc on peut à 15-16 ans vivre un traumatisme et puis à 50 ans y être encore. Et pourquoi on y est encore ? Parce que le principe du traumatisme, c'est que c'est indigeste. On ne peut pas l'avaler, on ne peut pas le rejeter, ça reste coincé là. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On retourne dans son histoire pour comprendre où on est dans son histoire, ce qu'on a vécu, et puis on va fixer cette émotion, d'ailleurs qu'on a tendance à fuir, parce qu'on dit « Ah non, c'est trop horrible, je ne veux pas revivre ça ». Bah si. On va le revivre, et puis surtout, on va le revivre en le mettant à une date précise. C'est arrivé un 15 janvier, machin, ou en tout cas telle année. À partir du moment où c'est épinglé à une date, ça y reste. Si vous ne faites pas ce travail, si vous fuyez en avant en vous disant « je ne veux plus entendre parler de ça », alors vous serez hanté toute votre vie par cette espèce de souvenir qui n'est pas ancré, qui n'a pas d'ancrage quelque part. Et ça arrive très souvent, pour la plupart d'entre nous. Il y a des choses qu'on a oublié de fixer à un endroit. Et ça... on peut vraiment le constater en thérapie, c'est époustouflant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous fixez ça, que vous êtes revenu, vous avez eu ce courage, il faut parfois des mois, il y a un changement qui émerge. Tout à coup, vous êtes libéré de cette émotion. Après, c'est pas forcément des traumatismes, ça peut être par exemple, un enfant qui a été un peu maltraité à l'école et qui, toutes les rentrées en septembre, ressent un malaise. Bon, il faut aller refixer ce truc et dire ça concerne l'enfance, ça concerne plus l'adulte que je suis et qui peut dépasser ça. C'est ça la magie de l'approche narrative. Il y a plusieurs courants, mais peu importe. Et ça prend combien de temps ? Alors ça dépend de l'engagement des gens. Il y a des gens qui vont, moi je leur demande systématiquement de faire une biographie schématique. Donc vous faites, je montre dans mon livre, vous faites une ligne par année et puis sur chaque ligne vous mettez 3-4 repères. Je suis né à tel endroit, voilà déjà un repère, à telle heure, etc. On peut aussi explorer avant, on peut demander à ses parents, voir le carnet de santé, etc. Il y a des gens qui font ça en 3-4 jours. Et puis il y en a qui mettent 6 mois, parce qu'il y a énormément de résistance. C'est-à-dire que c'est très... Dans 9 cas sur 10, il y a des résistances très fortes. La première résistance, c'est la fatigue. Dès qu'on pense à ça, on se dit « j'ai crevé, je vais faire autre chose ». La deuxième, alors après, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, il y a parfois des vertiges. Le pire que j'ai vu, c'est les yeux de la personne qui partait tout seul sur la droite. Elle pensait faire un AVC, et en fait, c'est littéralement vos défenses qui vous disent « tu ne dois pas regarder ça ». C'est fou, c'est passé très vite, mais c'est un peu inquiétant. Il n'y a aucun danger à faire ça, mais il faut y aller doucement à son rythme. Donc ça peut être 3 jours comme 6 mois. Il y a des outils pour revenir alors précisément sur les années, parce que c'est... Il n'y a pas d'outils, mais il y a une astuce, et c'est la même chose pour l'écriture de romans, de pièces, voilà. C'est la règle de tous les jours. Alors il faut écrire, vous dites, tous les jours. Tous les jours. Alors si on ça, veut c'est la base, si on veut être... Oui. De son passé, on va y penser tous les jours. Par exemple, cette fameuse année où ces années où je me souviens de rien. Bon, il y a toujours moyen de reconstruire un contexte. J'étais où ? Dans quelle ville ? Quand même, on n'a pas oublié ça. Que faisaient mes parents, voilà. Et puis petit à petit, en y revenant tous les jours, ça finit par revenir. Pourquoi cette règle de tous les jours pour l'écriture en général ? C'est que votre cerveau, c'est 2% de votre poids, c'est pas grand-chose, mais 20% de votre énergie. Ça veut dire que votre cerveau travaille toujours à l'économie.
Il ne va pas travailler pour des trucs qui ne valent pas la peine. Donc, il travaille d'abord pour votre sécurité, pour votre homéostasie, l'équilibre de l'organisme. Et puis après, si vous lui dites... Alors, comment on dit ? Si vous lui dites « j'ai besoin de souvenirs », il vous les donne. C'est extraordinaire. Vous dites qu'il faut apprendre à demander à son cerveau. Absolument. Et alors, pour demander, il n'y a qu'une manière, ce n'est pas des mots, c'est des actes. Donc, si vous placez devant vos yeux tous les jours votre manuscrit, votre cahier... c'est traité, ça, dans le cerveau, et tout à coup, au bout de 2-3 jours, pas plus, vous commencez à avoir un afflux. Alors les gens m'ont dit, c'est comme des bulles qui remontent du fond de l'océan, des souvenirs, des idées, voilà. Vous commencez à débloquer des ressources. C'est extraordinaire de voir ça, mais je sais pas, généralement on a du mal à le croire. Il suffit d'essayer. L'acte, c'est je l'ai sous les yeux toute la journée, même si j'y travaille 1 minute. C'est un rituel et le cerveau finit par interpréter. C'est un muscle en fait. Voilà, ça s'entretient. Si on veut. Comme la créativité. Pour aller vite. Mais c'est pas un muscle. Moi, je dis pas que c'est un muscle. C'est pas un muscle ? Non, la créativité, l'intelligence, c'est pas des muscles, parce que vous dites pas à un enfant de 8 ans, si tu te muscles les joues, tu vas avoir de la barbe. Pour moi, ça revient à dire ça. C'est pas en musclant ses joues qu'il va avoir de la barbe, c'est en maturant, c'est en progressant dans sa maturité. Et ça vaut pour les adultes qui sont pas tout à fait mûrs, et heureusement, c'est ce qui fait qu'on continue à croître et à grandir. Donc il faut travailler sur la maturité. D'ailleurs, c'est vraiment la ligne éditoriale de ce livre. C'est-à-dire que c'est l'originalité par rapport aux ateliers d'écriture aussi. C'est que si on veut écrire, peindre, faire de la musique, en tout cas progresser dans la créativité et dans l'intelligence, alors on va essayer de grandir. Et ça vient par surcroît. Alors la créativité, il y a plein de mots qu'on confond, l'imagination, la créativité, l'intuition. C'est quoi la créativité ? La créativité, c'est la capacité à créer... Alors, traditionnellement, à créer des choses nouvelles, originales et si possible pertinentes. Alors, je ne sais pas si la pertinence a un sens dans l'art, mais en tout cas, c'est ça, voilà, d'innover, la capacité à innover. Il y a 100 de définitions de la créativité comme de l'intelligence. Mais la créativité, c'est pas l'imagination, parce que l'imagination, tout le monde en a. On peut imaginer tout et n'importe quoi, il suffit de prendre une feuille, de faire un rond, de mettre des oreilles, voilà, on va inventer des trucs, mais c'est pas ça. Ça, c'est avoir des idées. C'est de l'imagination. Tout le monde en a de l'imagination. La créativité, c'est autre chose. C'est que vous allez produire une réalité à partir de ces idées. Il faut aller plus loin que simplement... C'est-à-dire que vous allez en faire quelque chose, c'est ça que ça veut dire ? Absolument. Vous allez en faire une œuvre, ou en tout cas quelque chose. Alors, vous proposez un outil, enfin plusieurs outils dans votre livre, mais un outil qui s'appelle le viseur existentiel. À quoi est-ce qu'il sert en psychothérapie ? Alors en psychothérapie, j'ai proposé effectivement ce viseur. Alors c'est un jeu, c'est une forme de jeu. C'est vous imaginez que vous avez un viseur devant les yeux et puis un point rouge au milieu. Ce point rouge, c'est par convention le sens de votre vie. Parce que là où vous allez, vous allez dans le sens de ce point rouge. Voilà. Ensuite, il y a des cercles concentriques autour. Trois cercles. Il y a 3, 4, c'est si on veut. Ça. Après, c'est... Le premier cercle autour de ce point, c'est vos priorités personnelles. C'est ce qui vous constitue. Alors ça, c'est intéressant parce que finalement, qu'est-ce qu'on appelle une priorité ? Et quelle est la différence, on va dire, entre une priorité personnelle et une priorité sociale ? Alors, une priorité, c'est ce qui passe avant. D'après le dictionnaire, c'est ce qui passe, c'est une préséance, c'est ce qui passe avant le reste. Alors, pas tout le temps. Les enfants. Alors oui, ça, alors, les enfants, par exemple, c'est une priorité, mais pas toute la journée, parce que quand vous allez au travail, c'est plus eux la priorité. Mais c'est une priorité qui reste en arrière-plan, bien sûr, et qui est toujours là. Alors, vous avez une hiérarchie, à un moment donné, c'est les enfants, le travail, les parents, que sais-je. Donc, les enfants, c'est pas une priorité personnelle, par exemple ? Non. Ça, ce sont les priorités, disons, générales, qui sont la santé, l'argent, le travail, les enfants, etc. Tout ça est dans le deuxième cercle. Dans le premier cercle, ce sont les priorités qui vous constituent personnellement. Donc vos enfants ne vous constituent pas. Vos enfants, ce sont des personnes à part, et vous n'êtes pas vos enfants, et vos enfants ne sont pas vous. Donc ils ne peuvent pas, par convention... Explique-le à tous ceux qui nous écoutent. Oui, parce que justement en thérapie, beaucoup de gens vont mettre mes enfants, c'est ma priorité absolue. Mais vous ne pouvez pas par convention faire ça, parce que ça veut dire que vous sacrifiez pour vos enfants, ce qui veut dire que vous essayez d'exister sans exister. C'est contradictoire. Donc, ce qui vous constitue, ce sont vos valeurs. Vos valeurs personnelles, ce sont vos priorités. On peut aller sur la question des valeurs, mais c'est ça. Et les gens ne sont pas... Vous savez que si vous demandez aux gens quelles sont leurs valeurs, ils auront du mal
parfois, ne serait-ce qu'à répondre à la question. Absolument. Mais on va rester sur la question des priorités personnelles. Donc, ça peut être quoi une priorité personnelle, en gros? Ça peut être... alors, c'est pour ça que je parlais des valeurs, parce qu'en réalité, ce sont des valeurs. Ah, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs, c'est ce qui me constitue, ce qui me définit. Alors, comment on se définit? Alors, les gens, généralement, vont chercher les qualités, les défauts, c'est ça qui me constitue. Bon, ouais. Je préfère, moi, aller sur les valeurs personnelles, parce qu'il faudra les distinguer des valeurs générales aussi. Les valeurs personnelles, ce sont des camps. C'est-à-dire des camps. Qu'est-ce que j'ai choisi comme camp? Je suis pour ou contre quelque chose. N'importe quoi, d'ailleurs. Je suis pour le bio, je suis contre tel ou tel événement, tel ou tel homme politique, telle décision, etc. C'est-à-dire que là, je réagis avec le cœur. Je dis là, je suis contre, là, je suis pour. Ce qui est relativement rare chez les gens que je vois, parce qu'il s'agit pour eux de ne pas se positionner. C'est-à-dire d'être toujours un peu dans la neutralité, je ne m'engage pas. Ils en font même une qualité d'écoute en disant moi je suis un peu l'arbitre, etc. C'est une erreur parce que plus vous avez identifié vos valeurs personnelles, plus on sait où vous êtes, plus vous vous situez. Moi par exemple je suis anti-anglicisme. Donc ça fait partie de moi, on ne peut pas m'enlever ça. Mais est-ce que c'est une priorité? C'est une priorité parce que c'est un combat. Les valeurs, qu'est-ce que c'est d'autre que des combats, en fait? La religion, par exemple, la croyance, le fait de croire ou pas, on va dire. Bien sûr, c'est une valeur. Moi, j'ai beaucoup de croyants de toutes les religions, d'ailleurs. Il y en a certains, pour certains, c'est une culture. Bon, pour d'autres, c'est un vrai engagement. Ils font, d'ailleurs, des choses dans leur paroisse ou dans leur communauté. Des choses très concrètes. Mosquée. Comment? Mosquée, par exemple. Mosquée, peu importe. Je veux dire, la religion en général, vous allez aider les pauvres, on fait des trucs, bon, vous portez la bonne parole, vous. Voilà. Là, ce sont des actes. Les valeurs sont des actes, les valeurs personnelles. On peut comparer ça, par exemple, moi je suis contre la peine de mort. Absolument. Mais c'est pas une valeur personnelle parce que je peux ne pas y penser pendant 6 mois. Donc, si le problème se reposait en France, puisque la peine de mort n'existe plus ici, mais alors ça deviendrait peut-être personnel et ça ferait partie de mon identité dans l'opposition au retour de la peine de mort. Mais vous voyez, c'est ça. Une valeur générale, c'est la bienveillance, les amis, la famille, ça c'est très général. Et la retraite à 64 ans, puisque c'est le débat en ce moment? Eh ben, il y en a qui sont pour. C'est une valeur ou c'est... Bien sûr, c'est une valeur si vous le jugez, jugez comme telle. Si pour vous, c'est dans les actes de tous les jours. Les anglicismes, pour moi, c'est la lutte contre les anglicismes. Pas contre l'anglais, je précise, contre l'abus d'anglicisme, c'est un combat de tous les jours. Je n'achète aucun objet portant une mention en anglais, je n'en mets pas dans mes livres, je tape dessus. C'est pour ça que storytelling, je me suis fait taper sur les doigts. Voilà, donc les valeurs personnelles, peut-être on peut en identifier 2 ou 3, ou 4 ou 5, ce sont des valeurs très fortes pour vous et qui vous définissent véritablement par les actes. Voilà, écrire pour aller mieux. D'ailleurs, on devrait dire ce matin avec mon invité de Séméria, qui publie justement Écrire, dépasser les peurs qui nous limitent aux éditions Albin Michel. Et comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, vous vous êtes même dédié ce livre. Oui. Pourquoi? Parce que peur que personne ne le fasse à votre place? Non, c'est parce que cette fois-ci, je voulais dédier ce livre à mes frères et sœurs, figurez-vous, et je me suis dit, nous sommes 5, et dont un qui n'est plus de ce monde, et j'avais mis les 4 prénoms, et puis je me suis dit, c'est dommage que j'y sois pas, moi, que je sois pas au milieu, là. Donc je me suis rajouté à moi-même, pour être parmi vous. J'ai rajouté, voilà. Et ça me fait plaisir de dédier ça à mes frères et sœurs. Vous vous demandez qui lit d'ailleurs les dédicaces dans un livre? Pas grand monde, je pense. Il y a peut-être des fans de dédicaces, mais généralement c'est assez... Je crois qu'il y a des fans de dédicaces en fait. Il y a des spécialistes de la dédicace. Ah bon? Ah ouais. Je ne savais pas. Ouais. Qui les répertorient, ceux qui les mettent à la fin. Bref. Il y a eu des études, je crois qu'il y a même eu un livre là-dessus. Ah oui, il y a un livre là-dessus, d'accord. Il y a même eu un livre là-dessus. Ouais. Mais c'est pas le sujet de votre livre. Alors écrire, vous dites que écrire finalement ça fait du bien. Beaucoup de gens veulent écrire, commencent mais ne terminent pas et se disent mais de toute façon moi écrire j'y arriverai pas, j'ai pas de style. Finalement, est-ce qu'on a besoin d'avoir un style pour écrire? Non. Si d'abord il y a différentes motivations pour écrire. Si on écrit pour soi, ce qui est très noble, on peut écrire ses pensées, on peut écrire sa vie comme on veut. À partir du moment où on évite les écueils de la plainte,
C'est-à-dire écrire pour se plaindre tous les jours dans son carnet qu'on n'a pas eu ci, cela, etc. Ça va pas très loin. Bon, ça peut aider les adolescents, disons, mais voilà. Au-delà de ça, si maintenant on veut écrire un roman, une pièce, etc., évidemment qu'il y a la question du style. La question du style se pose. Et là, moi, dans mon livre, j'explique que beaucoup de gens font cette erreur, et moi j'ai été le premier à la faire, évidemment, comme tout le monde, de croire que le style va tomber du ciel. Il suffit que j'écrive, et puis mon style va apparaître magiquement. Mais ça n'est jamais arrivé dans la littérature, ça, mondiale. Il n'y a jamais un grand écrivain qui s'est dit, voilà, ça tombe de ma plume, là, magiquement. Non, les grands écrivains, Flaubert, etc., ont écrit largement là-dessus pour expliquer que ils ont forgé en toute conscience le style qu'ils voulaient. C'est du boulot, en fait. C'est du boulot, c'est un boulot passionnant, par contre. Hein. Même Marguerite Duras. Même Marguerite Duras, alors ils ont tous cette coquetterie, souvent les écrivains, de dire moi le style. Alors voilà, elle est interviewée il y a quelques années par Bernard Pivot, je crois. On peut voir ça sur Internet. Il dit c'est quoi le style ? Et elle répond mais moi le style je ne m'en occupe pas. Moi j'écris comme ceci, comme cela. Et puis finalement elle décrit son style. Et c'est intéressant parce que je suis parti de Marguerite Duras justement pour expliquer dans ce livre comment on peut rechercher son style. C'est tout à fait fondamental quand on veut écrire. Il faut d'abord commencer par son style, ou en même temps, disons. Hein. Et donc, évidemment, je ne vais pas entrer trop dans les détails, il faut lire le livre pour ça, mais il y a quelques exercices pour arriver à définir son style en partant de sa vision du monde. Donc, on part de la vision du monde. Marguerite Duras le dit bien, qu'elle a une vision de la vie très particulière, très brûlante. Elle dit, moi, le style, je ne m'en occupe pas, je cherche une écriture courante, qui court comme ça sur la crête des mots, parce que la réalité m'aveugle et tout. Et donc, voilà, elle a tout dit. Sa vision, c'est ça, et elle va écrire en fonction de ça. Si pour vous, le monde, c'est une pièce de théâtre où chacun joue son rôle, alors vous avez peut-être un style théâtral. Et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc, on part de la vision, j'explique pas à pas comment on fait pour arriver à un style qui se définit en quelques règles, au fond. Et on peut d'ailleurs changer de style. Il y a des auteurs qui ont... Et vous dites que tout le monde a un style, de toute façon. Oui, tout le monde peut trouver ce style. Ouais. Maintenant, quelques efforts, justement, pour le forger. Ça ne vient pas naturellement. Ou si c'est venu naturellement... Ça tombe pas du ciel. Ça tombe pas du ciel. On parlait des priorités tout à l'heure, et de cet exercice que vous proposez, en tout cas de cet outil que vous proposez, qui est le viseur existentiel. Donc vous l'illustrez par des cas, par exemple, sur un grand fumeur qui voulait se détacher du tabac. Alors, comment finalement on peut aider un grand fumeur à se détacher du tabac, ou alors une mangeuse compulsive à se détacher de la nourriture ? Oui, avec ce viseur existentiel, donc qui permet ensuite de travailler sur l'écriture, bien sûr. Alors l'intérêt psychothérapique de ce viseur, de ce schéma, c'est de dire, est-ce que dans le centre, près du point rouge, il y a des choses qui me constituent, je crois qu'elles me constituent, qu'est-ce que je mets ? Des choses qu'on ne peut pas m'enlever. Alors vous avez par exemple des fumeurs, des alcooliques qui vont mettre l'alcool, la cigarette, mais c'est très contradictoire parce que ce sont des objets qui sont bien distincts de vous, qui ne sont pas ni dans votre esprit ni dans votre corps. Je veux dire, c'est des choses extérieures. Donc comment se fait-il que ça se soit intégré à ce que vous êtes ? Effectivement, vous parlez avec un fumeur qui vous dit, moi je fume partout, je regarde la télé, je fume au lit, je fume aux toilettes, je me relève la nuit pour fumer. Comment on va faire ? Se servir de ce viseur. Oui, voilà, pour le détacher finalement de son addiction. Ouais. On a le tabac qui est au centre. On va prendre le tabac et puis le mettre à la périphérie, dans un cercle périphérique. Mais évidemment, on ne s'arrête pas au jeu d'écriture. C'est pas de la magie sur papier. On va le faire dans la réalité. Alors comment est-ce qu'on va mettre la cigarette, ou autre chose d'ailleurs, nourriture, l'alcool, etc., à la périphérie de ses priorités ? Eh ben, on va le mettre à la périphérie de sa maison. Donc en l'occurrence, à la périphérie de sa maison, ça veut dire que j'ai proposé à cet homme de continuer à fumer, de fumer ce qu'il voulait, mais sur le balcon ou dehors. Jamais chez lui. Jamais chez lui, jamais à l'intérieur. Donc ça, c'est la règle. Le cerveau aime bien les règles comme ça. Mais si vous avez envie de fumer, vous allez sur le balcon, et là, vous êtes à l'extérieur. Donc, y compris le paquet de cigarettes, le cendrier, tout ça. Les grands fumeurs gardent tout sous la main. Vous savez, même là, sous la manche ou dans la poche. À partir du moment où vous séparez ça de vous, c'est assez curieusement facile d'oublier de fumer. Et effectivement, les gens qui font ça, ils n'ont pas arrêté de fumer. Mais en tout cas, ils sont sur le chemin.
Et ils ont diminué par 3, 4, une consommation très très excessive, 2 paquets et demi par jour, voire 3 quand il y a une fête. Voilà. Et ce simple jeu avec les priorités permet de changer les choses. Mais alors, sur la nourriture, comment ça fonctionne? Parce que dire à quelqu'un de ne pas manger à l'intérieur de chez lui, c'est un tout petit peu plus compliqué. J'ai proposé ça une fois, mais pas pour les repas, mais pour ce qu'il y a entre les repas, le grignotage. Vous voulez grignoter dehors. Donc je me suis retrouvé avec un patient, par exemple, qui craquait pour la brioche, et donc il fallait qu'il aille manger ça dans le jardin de sa maison individuelle, et il se retrouvait en plein hiver à manger de la brioche. Ça n'a aucun sens. Il perdait tout de suite l'intérêt de ce truc, et puis il avait envie d'aller regarder son film. Donc il a arrêté, quoi. De regarder des films. C'est évaporé. Non, de manger des brioches comme ça. Mais après, tout dépend de la situation. Vous avez des gens qui se goinfrent dans leur lit. Et donc, ils vont se donner une règle qui est de ne jamais manger dans la chambre. Donc, à ce moment-là, vous mettez en périphérie les objets dans la cuisine. Enfin, je passe les détails, je raconte les cas dans le livre. Et puis, dans votre cuisine, vous savez, il y a une règle qui est ce que vous voyez, vous le mangez. Il y a des études qui montrent ça très bien. Donc, vous mettez ça dans des placards fermés, plutôt en hauteur, parce que ça sort un petit peu de notre vision. Voilà. Et ce sont des astuces qui permettent de sortir véritablement en conscience des choses de vos priorités. Encore une fois, le cerveau aime bien justement qu'on lui fixe des règles, c'est ça? Absolument. Le cerveau a besoin de règles, surtout le cerveau adulte, le cerveau enfant aussi, mais il est en devenir. Le cerveau des adultes aime bien les règles et il les respecte assez facilement quand elles sont simples et admises. À partir du moment où vous acceptez de vous donner un cadre. Sans cadre, vous allez nulle part. Donc, des éléments de cadre, ça vous permet d'être beaucoup plus fort. Alors, comment vous luttez, vous, contre la procrastination de passer à l'action, notamment pour ceux qui veulent écrire? Comment on agit sur la procrastination de « je commencerai demain, je commencerai lundi, je commencerai le premier jour du mois, je commencerai après le ramadan ». Il y a tout un travail sur les infantilismes. On est tous pétris d'immaturité qui ne fait pas des excès de nourriture, d'alcool de temps en temps. On dépasse les limites. Donc il y a tout un travail de fond sur ces immaturités-là. Essayer vous savez, un adulte, c'est quoi? C'est un individu qui est capable de poser, de reconnaître des limites. C'est ça, un individu. Un adulte, pardon. Donc, à partir du moment où vous commencez à poser des limites, vous commencez à grandir. Mais il y a évidemment un travail thérapeutique plus profond là-dessus, le rapport aux parents, etc. Comment on se situe par rapport aux parents, à quelle hauteur, ça c'est un peu technique, mais voilà. Et puis après, il y a des tas de grands artistes, de grands écrivains qui sont devenus des génies, disons, qui pour autant n'étaient pas adultes. On pourrait en citer plein, Verlaine, mettons, voilà, une épave, il a fini comme une épave dans les bas-fonds de Paris, enfin c'est dramatique. Pourtant, ces gens étaient des adultes, c'est pour ça qu'on dit des grands écrivains, des grands peintres, ce sont de grandes personnes dans leur art, pas forcément à côté. Et pour faire ça, on en revient à la priorité du tous les jours. Vous voulez devenir une grande personne dans l'écriture, dans la peinture, en ce que vous voulez, c'est tous les jours. Et ça, c'est une limite, c'est un cadre en tout cas, qu'il faut respecter. C'est très simple, c'est pas difficile de respecter ça. Même si vous y travaillez 2 minutes, vous voyez, simplement 2 minutes par jour. Les gens qui, un peu dubitatifs quand je leur explique ça, au bout de 3 jours, m'écrivent pour me dire j'ai un afflux d'idées. Voilà, il suffit de 3 jours, 4 jours, faites tous les jours, vous posez des questions soit sur votre vie, soit sur vos souvenirs, soit sur votre idée des romanesques, et tout à coup votre cerveau accompagne ça. Est-ce que vous avez réussi à répondre à la question pourquoi vous écriviez? À quoi ça, finalement, vous qui êtes très occupé, à quoi ça répond comme question chez vous? Je ne sais pas s'il y a une réponse à ça. Vous savez, Sartre, il parlait d'élan premier ou de projet premier, si je me souviens bien, en disant on est jeté dans la vie comme ça, on arrive au monde avec déjà un élan. D'où vient-il ça? On n'en sait rien. Je ne sais pas si c'est important de savoir, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça fait partie de moi. Ça, c'est une valeur, une priorité. Il faut que j'écrive. Donc, et parce que j'ai maintenant compris que ça me construisait, que c'est la manière que j'avais d'aborder la vie. Mais pour vous, est-ce que c'est important d'être publié? Parce que la question, c'est pourquoi est-ce qu'on écrit? La réponse, c'est pour être lu ou pas? Est-ce que la réponse, c'est justement parce que j'ai envie que les gens me lisent? Alors ça, c'est secondaire.
J'ai envie de dire c'est secondaire. À la question pourquoi j'écris, en 2 mots, pourquoi, en vue de quoi j'écris, ça je le sais. Par contre, pourquoi je suis habité par l'envie d'écrire, ça j'en sais rien, mais en vue de quoi j'écris, je le sais. J'écris pour grandir. Il n'y a pas d'objet plus magique que l'écriture pour ça. Parce que, tout simplement, on s'en rend plus compte, parce qu'on est à l'intérieur de ça, et puis on apprend à écrire, à lire, bon, puis c'est naturel. En réalité, l'écriture, il a fallu des milliers d'années pour la mettre au point. C'est une invention technologique prodigieuse. Pourquoi ? Parce que, quand on écrit, on voit sa pensée. C'est quand même absolument merveilleux. On voit ce qu'on a pensé. Et du coup, le voyant, on le retraite avec un léger décalage et on peut entamer comme ça une boucle absolument merveilleuse. Donc, j'écris, moi, pour grandir parce que... C'est un peu paradoxal, finalement. Alors qu'on devrait écrire forcément ce qu'on pense. Non ? C'est ce qu'on fait. Comment vous voulez faire autrement ? Non, je sais pas. On écrit... oui, puis enfin... Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir pour le savoir ? Je sais pas si on a besoin, mais en tout cas, le fait de le voir, c'est absolument merveilleux. Et... je crois que c'est le tuteur qui permet de grandir. Vous savez, comme le plant de tomate qui doit s'accrocher à un truc. Moi, ma conviction, ce qui traverse tout ce livre, c'est nous sommes toujours en train de grandir. Et c'est infini. Voilà, vous dites que c'est un livre pour grandir. Absolument. Voilà. Et en grandissant, on écrit, et en écrivant, on grandit. Donc, on écrit des livres, on écrit des sketchs, on écrit des scénarios, des séries, enfin, ce qu'on veut, finalement. Ce qu'on veut, absolument. Et on peut écrire avec la peinture, on peut écrire avec de la pierre. Le facteur Cheval a construit une espèce de palais absolument dont je parle dans le livre, absolument magnifique et qui sert strictement à rien parce qu'on peut pas y habiter, mais voilà, on grandit, on écrit, on grandit, on se crée soi-même. Écrire, dépasser les peurs qui nous limitent aux éditions Albin Michel, c'est le titre de votre nouveau livre, Eudes Semeria. Je rappelle que vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur beurrefm.net et que vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.